Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face aux Assos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le patron de ESCDA. Qu'est-ce que c'est? Élu service client de l'année. Vous le savez, vous les connaissez, pour lequel de nombreuses entreprises concourent. Bonjour Ludovic Nodier. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Ouais, en pleine forme. Ça va être intéressant avec vous de faire un point justement sur la dernière édition. C'était le 14 novembre dernier. Et sur la prochaine qui aura lieu, quelle date? La prochaine remise des prix, c'est le 20 novembre. 20 novembre. Et on se retrouvera au Trianon et à l'Élysée-Montmartre. Bel endroit pour recevoir des prix et pour faire la fête. Je rappelle que c'est à partir d'une étude menée avec BVA que vous travaillez. Cette étude est menée sur combien de temps, rappelez-nous? Alors l'étude elle dure 8 semaines, de mi-mai à mi-juillet. Et le principe, ce sont les tests clients mystères. Donc ce qu'on mesure, c'est la qualité délivrée par les conseillers et les entreprises. On reste toujours sur cette durée d'étude d'enquête, quelque part, de 8 semaines. Hein. On reste toujours sur cette durée d'étude de 8 semaines. On reste toujours sur 205 tests clients mystères également. D'accord, donc c'est les services clients ou services consommateurs qui ont participé à cette compétition, qui ont fait l'objet chacun de... Combien exactement, rappelons-nous, le test client? Il y a 205 tests clients mystères. Au total, ils sont évalués jusqu'à 2655 critères par entreprise. Ok, ça ne bougera pas pour la saison prochaine? Ça ne bougera pas pour la saison prochaine. D'accord. Tous les canaux sont étudiés? Alors, les 5 principaux canaux de la relation client à distance, le téléphone, email et formulaires, navigation Internet, les réseaux sociaux avec Facebook et le chat. Alors ça, c'était pour rappeler à nos amis téléspectateurs un petit peu bien le modus de la compétition. Quel bilan on peut tirer de cette 18e édition déjà, la majorité? Alors la majorité, il y a encore beaucoup à faire. Dans ce qu'on peut tirer déjà comme premier enseignement, c'est l'engouement qu'il y a autour d'élu service client de l'année, la ferveur. Quand on te retrouve d'ailleurs à la remise des prix, tu peux constater les banderoles, la joie, l'énergie qui se dégage. Donc ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Et ça montre aussi à quel point le niveau de compétition est élevé, parce que c'est quand on met beaucoup de force, quand on se bat, derrière, quand on a la victoire, elle est d'autant plus belle. Ce qu'on en tire comme enseignement, c'est que le niveau de la relation client en France, il continue à progresser, même si souvent, en tant que professionnel, de temps en temps, on se flagelle en se disant « on n'y est pas encore », etc. Quand on prend la satisfaction globale des Français sur la relation client, on tourne entre 75 et 80% suivant les années, donc ça veut dire quand même qu'on a plutôt un niveau de prestation sympathique. Quand on prend les lauréats, qui ont une note de presque 16,5, ils continuent à progresser, alors que les critères au cours des années se sont renforcés. On a raccourci les délais d'attente, on est plus exigeant sur l'orthographe, on est plus exigeant sur la qualité de la réponse. Donc ça montre que tout ça, on est en mouvement et que ça continue de progresser. Donc c'est plutôt quand même une très bonne nouvelle, et pour le secteur de la relation client, et pour les consommateurs, parce que, in fine, c'est offrir le meilleur service pour que derrière, on ait des clients satisfaits, mais pas seulement satisfaits, qui soient fidèles, qui réachètent ou qui achètent et qui choisissent notre marque. 16,5 de moyenne pour la dernière édition. À l'origine, il y a 18 ans, c'était environ combien? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois qu'on s'implante dans un pays, en fait, élu service client de l'année, c'est plutôt un accélérateur de niveau de relation client. Et donc, on voit dans les différents pays où on s'est implanté ces dernières années, en 3 ans, en général, le niveau il progresse de près de 20% sur l'ensemble des participants. C'est cette émulation, justement, ce sens que ça donne à la relation qui tire vers le haut, le marché, et les entreprises en ont besoin pour se différencier. À chaque fois, on parlait des 4 P quand j'étais à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'un 5e P avec le pilier relation client. Est-ce qu'il y a eu des changements entre l'édition 2024 et l'édition 2023? Vous aviez apporté déjà des modifications. J'imagine que chaque année, on met un peu d'huile dans le moteur, on peaufine, on arrange, on progresse. Alors en fait, pour faire des évolutions méthodologiques, on sert de l'observatoire des services clients qu'on réalise avec BVA. En gros, on demande aux Européens c'est quoi leurs attentes en matière de relations clients, l'évolution de leur mode de consommation. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces dernières années, il n'y a pas d'évolution majeure dans la relation client, en tout cas dans les canaux qui sont utilisés et dans la répartition de ces différents canaux. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des technologies qui arrivent et qui sont transcanales. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas un canal, c'est bien une technologie qu'on peut appliquer à la voix, à l'écrit, à l'instantané, etc. Et donc, en fait, il n'y a pas d'évolution méthodologique cette année à noter. Il y en a une l'année dernière qui était l'augmentation du niveau, parce que pour être lauréat, il fallait une note minimale de 12,5 versus 12 avant. Ça, c'était en 2023. Ça, c'était en 2023 pour l'édition 2024. Par contre, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de consommateurs, dans certains cas, évaluent des bots sans forcément s'apercevoir qu'ils discutent avec une machine.
Et donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui risque de changer avec l'IA Act, etc., parce qu'il y a une notion de transparence qui va arriver. Et donc, on verra quel sera le ressenti justement des consommateurs à ce sujet. À propos de transparence, est-ce que il y a eu davantage de transparence dans la notation, justement? Alors, je pense que depuis le début, l'une des premières valeurs d'Élu Service Client de l'année, c'est la transparence. Depuis le début, la méthodologie, elle est déposée chez un huissier. La méthodologie, elle est accessible partout, il suffit de la demander. Notre rôle à nous aussi, c'est d'aller, y compris dans les médias grand public, à la rencontre pour expliquer ce que veut dire Élu Service Client de l'année. Et ça fait partie de nos valeurs. De la même manière qu'à l'Agora, vous avez des valeurs. La transparence est une des valeurs d'Élu Service Client de l'année. Vous parliez de l'impact de l'IA juste avant. Est-ce que c'est davantage pris en compte chaque année? Alors, l'IA en tant que tel, nous, on évalue l'expérience client. Donc, en fait, le consommateur lambda, il ne sait pas s'il y a de l'IA qui se cache. On s'en doute parfois quand même. On s'en doute, mais nous, on a vu cette année des consommateurs dialoguer avec des modules IA et avoir l'impression d'être avec un humain. Alors, souvent, c'est sur des tâches relativement simples, de l'identification, par exemple, de la sécurisation. Mais n'empêche qu'on l'a vu de plus en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on est curieux de voir ce que ça pourra donner une fois qu'on dira bah, vous parlez à une IA ou vous parlez à un humain. Et puis sinon, l'IA, c'est aussi d'actualité chez Élu Service Client de l'année parce que bah, nous aussi, on s'entraîne avec de l'IA. Et donc, depuis, on s'est lancé dans un cycle de formation pour nos collaborateurs autour de l'IA. Et on commence à faire, par exemple, de la détection d'anomalies avec de l'IA. D'accord. Donc, ça va participer aux tests que vous faites. Alors, ça va participer à être plus efficace sur les tests qu'on réalise, effectivement. OK. Revenons sur ce bilan de l'année passée, de la dernière édition. Finalement, quels sont les secteurs qui ont été dominants? Alors, les secteurs dominants, ça dépend le prisme qu'on prend. On a un acteur qui traditionnellement drive le très haut du pavé, c'est LDLC par exemple, alors qui a la chance en plus d'être sur un secteur avec beaucoup d'aficionados. C'est un secteur d'activité où il y a beaucoup d'attachement. Après, on a des secteurs qui sont très bien disés aussi en termes de nombre de participants, parce qu'il y a énormément d'acteurs, et dans certains cas, on peut compter jusqu'à 12 acteurs qui sont évalués dans une catégorie. C'est souvent le cas, par exemple, de l'assurance. Rappelons qu'il faut un minimum de combien de participants pour créer justement une catégorie? Le règlement, c'est minimum 3 entreprises évaluées par secteur d'activité. Et pour être lauréat, 2 règles. La première règle, avoir la note la plus élevée de sa catégorie. La deuxième règle, avoir une note qui est supérieure ou égale à 12,5. Est-ce qu'il y a eu justement cette année des nouveaux baptisés en termes de catégorie ou en termes d'entreprise? Alors cette année, mais c'est à peu près la même chose chaque année, on a un tiers du palmarès qui a été renouvelé. Parmi ce tiers de palmarès qui a été renouvelé, on en a à peu près 50% qui regagnent leur titre et 50% qui sont lauréats pour la première fois. D'accord. Est-ce que le fait de tester une entreprise qui subit une crise, ça arrive à toutes les entreprises à un moment donné de leur vie, ça entre en compte aussi de voir leur réactivité, leur façon de répondre aux clients dans ces moments un peu délicats? Alors en fait, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que ça dure 8 semaines, Élu Service Client de l'année. Alors ça dure aussi 8 semaines parce qu'une entreprise, elle peut subir par exemple un rappel produit à ce moment-là. Et donc ce qu'on veut, c'est lisser l'effet d'une crise justement sur la période de test, que ce ne soit pas juste le reflet de cette semaine-là. La deuxième chose, ce qui est beau, et il y en a beaucoup qui le disent, c'est la régularité. Donc être capable de répéter le geste parfait, comme disait Nespresso à l'époque, par exemple, en permanence sur 8 semaines, c'est un sacré challenge. Ça veut dire qu'avant, c'est beaucoup entraîné et que c'est devenu une mécanique bien rodée, un automatisme. Donc, en général, il y a des entreprises qui connaissent des crises. On peut aussi avoir des secteurs qui connaissent des crises. Par exemple, vous avez un aléa climatique et vous êtes dans le transport collectif de voyageurs, bah, potentiellement, ça peut vous impacter. Mais dans ces cas-là, tout le secteur d'activité est concerné au même moment. Et donc, ce qui est amusant, c'est d'arriver à voir comment ils arrivent à gérer leur flux, comment ils adaptent, à quelle vitesse ils adaptent leurs réponses, etc., etc. Alors, toutes ces entreprises sont fières d'arborer ce label. C'est un label, on peut le dire. Alors non, en France, on n'a pas le droit d'utiliser le terme label qui est très encadré. Donc on appelle ça un signe distinctif de valorisation. En tout cas, ce signe distinctif, effectivement, ils l'affichent en retail, sur leur site internet et autres. Mais certaines entreprises qui remportent ce signe distinctif sont parfois très décriées, on peut le lire dans la presse, autour de nous, dans notre entourage, en termes de service client, justement par les clients eux-mêmes. Alors en fait, il y a 2 phénomènes.
Il y a un premier phénomène quand on est élu service client de l'année, et on en discutait il n'y a pas longtemps avec des lauréats lors d'une matinée de présentation. Quand vous annoncez à tous vos clients, que vous envoyez un emailing à tous vos clients pour vous dire « je suis élu service client de l'année », derrière, il y a des clients qui vont vous dire « vous ne pouvez pas vous comporter comme ça parce que vous êtes élu service client de l'année, justement ». Donc en fait, être élu service client de l'année, ça met une pression supplémentaire. Ça met une petite pression supplémentaire, une exigence supplémentaire des clients, mais c'est une pression bénéfique. C'est comme une compétition, on a envie d'être premier, etc. Donc ça, on a le premier point. Et après, il y a un deuxième point, il peut y avoir des amalgames, des entreprises qui ont des noms assez proches, qui évoluent dans des secteurs d'activité assez proches, et du coup, on mélange un peu qui est qui. Et puis après, être élu service client de l'année, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire être une entreprise la mieux disante en matière de relations clients dans son secteur d'activité. Ça veut dire aussi, et c'est le cas pour toutes les entreprises, on a tous des anomalies qui se produisent, d'autant plus dans des industries où il y a de l'humain, où il y a des millions d'interactions. Ce qui compte, c'est quand il y a une interaction qui se passe mal, c'est comment on réagit derrière quand on est interpellé. Est-ce que les services publics sont bien représentés? Alors, ils ne l'ont pas été ces derniers temps, mais il y a une époque où on avait une catégorie, effectivement, service public. Ouais. Et c'est un vrai sujet. Ouais, exact. Alors, on a même réfléchi potentiellement à la création d'un prix spécial service public pour ne pas mélanger toutes les administrations. Ouais. Parce que dans le service public, il y a le local, il y a le territorial, il y a des services d'État, etc., etc. Et donc, c'est un projet. est-ce que c'est justement, on va parler de la prochaine édition 2025, est-ce qu'ils en feront partie de ces catégories? Alors, la prochaine édition, ça va être 2026. On a toujours un petit coup d'avance chez 2026, pour 2026. Sur les services clients de l'année. Alors, les inscriptions étant pas complètement finies, l'avenir nous le dira. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme, en termes de tendance, de changement, voire de bouleversement? Je ne sais pas. Alors, de bouleversement, ces dernières années, on ne constate pas de bouleversement, on constate plutôt des continuités. Ouais. Après, ce qu'on peut voir, c'est quelle entreprise reste dans la durée. Ça, c'est une donnée qui est très importante. Et quand nous, on fait nos études, par exemple, autour du ROI, on voit que des entreprises qui sont 5-6 fois élues service client de l'année, en général, sont des entreprises qui surperforment les performances économiques de leur marché. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas forcément le one-shot, une fois, mais c'est être capable de répéter l'exploit plusieurs fois. D'accord. Donc vous, dans la prochaine édition, a priori, on continue, il n'y a pas de nouveaux changements en termes au sein de l'étude, au sein de... Prochaine édition, c'est dans la continuité, et c'est très important quand on fait des études d'être dans la continuité, parce que ce qu'on veut, c'est une base stable pour se comparer d'année en année. Ouais. Et puis l'autre chose, ça permet aussi de se comparer entre les différents pays, parce qu'on est présent maintenant dans 9 pays. Et donc, il y a des entreprises aussi qui profitent d'élus service client de l'année, justement, pour créer une émulation et pouvoir se comparer sur les différents territoires. On va en parler effectivement de l'étranger. Je voulais savoir, à propos des nouvelles technologies, avec les expériences immersives, la réalité virtuelle, voire l'assistance à distance, est-ce que ce sont aussi des domaines dans lesquels vous allez enquêter pour voir la réactivité Alors, ce sont des pistes aujourd'hui, mais encore une fois, on n'a pas une généralisation. Le dernier canal qui a rejoint élu service client de l'année, c'était le chat. Aujourd'hui, on a moins de 50% des entreprises qui sont évaluables sur ce canal. Pourquoi est-ce qu'on a moins de 50% des entreprises qui sont évaluables sur ce canal? Pour une raison, c'est que élu service client de l'année, ça va de l'avant-vente à l'après-vente. Et il faut que ce canal soit ouvert sur l'ensemble du périmètre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, en termes d'adoption du chat, même s'il est plébiscité par certains secteurs d'activité, on voit que c'est encore le canal qui crée le moins de satisfaction. Et en fait, pour qu'il y ait une adoption forte d'un canal, il faut que ce canal crée de la satisfaction. Donc il y a encore pas mal de challenges, justement, pour que de nouveaux canaux puissent rentrer dans l'élu service client de l'année et soient généralisés. Mais c'est l'objectif, à partir du moment où ils sont généralisés. Il y a quand même une nouveauté, vous m'avez caché, ce sont les déplacements en région. Vous allez à la rencontre des entreprises qui souhaitent concourir. En fait, avec la période Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une accélération du virtuel. Et nous, chez élu service client de l'année, on aime rencontrer les gens, on aime rencontrer les entreprises. Et donc, jusqu'à maintenant, la présentation d'élu service client de l'année se faisait plutôt à Paris. On s'est dit que c'était dommage. Donc, depuis cette année, on a fait 3 présentations donc sur 3 différentes régions. Lesquelles? Alors, on a fait Paris, évidemment. On a été dans le Nord et Lyon. D'accord.
Alors ça crée des émules, il y en a qui ont envie aussi d'accueillir. jalousies. Et donc probablement que l'année prochaine, on sera plutôt sur 5 régions que 3 régions. Ok, donc probablement le sud de la France et peut-être le sud-ouest. Probablement le sud de la France, probablement aussi la région de Nantes. D'accord, ok, la Bretagne. Eh oui, La qui est assez rencontre. dynamique. Hein. Avec le bus tour. Avec effectivement notre combi Volkswagen. C'est un peu les Beatles à leur début. Me vient une question, est-ce qu'il est possible de tester les émotions au niveau des clients, des marques? Alors, on a déjà fait quelques tests autour des émotions. Alors, est-ce que c'est possible de tester les émotions? Oui. La difficulté qu'on a, c'est qu'élu service client de l'année, nous, on fait de l'évaluation de la qualité délivrée. Et Ouais. qu'une émotion, c'est très personnel. Ouais. Et donc, une même interaction ne génère pas la même émotion d'un client mystère à l'autre. Et donc, comme nous, on se doit d'être objectif dans nos évaluations, on ne peut pas prendre en compte les émotions parce que ça pourrait avoir un biais méthodologique fort. Oui. Par contre, on pourrait peut-être penser à un critère qui serait plus un critère informatif qui n'entrerait pas dans la note pour dire voilà, cet échange, il a créé tel type d'émotion ou tel autre type d'émotion. D'accord, donc c'est à l'étude. À l'étude, on a déjà fait même des tests Ouais. où on n'arrivait pas à trouver de corrélation forte sur les émotions et on avait des fortes divergences entre les clients mystères. Et encore une fois, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit impartial et donc qu'il n'y ait pas de biais qui viennent, entre guillemets, polluer les résultats d'élu service client de l'année. Terminons cette émission en parlant justement de l'étranger. C'est donc des éditions qui existent aussi à l'international. Jusqu'à maintenant, 7 pays, en plus de la France, étaient concernés. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, le Maroc, la Suisse et la Tunisie. Et désormais, le Sénégal rejoint la famille. Ah, effectivement, en début d'année, le Sénégal a rejoint la famille élu service client de l'année avec un lancement qui a eu lieu tout début janvier. Des débuts plutôt prometteurs. Et un très bon accueil et du tissu économique local et de la presse locale. Rendez-vous peut-être dans quelques mois pour faire un premier bilan. Aujourd'hui, le pays qui marche le mieux, enfin qui répond le mieux à vos attentes? Alors, le pays où élu service client de l'année est le mieux implanté, c'est la France avec plus de 70% de notoriété. Ouais, mais à l'étranger. Si on regarde à l'étranger, celui par exemple qui connaît aujourd'hui la plus forte croissance, c'est le Maroc. D'accord. Le pays qui est le plus fort, on va dire, c'est l'Espagne. Ouais. Et celui qui va peut-être un jour prendre le dessus, c'est l'Allemagne. Ah ouais. Ouais, il y a un très bon accueil en Allemagne, avec un début où les gens, en Allemagne, les gens observent beaucoup. Et d'un seul coup, ça s'accélère. Et donc là, c'est la voie que c'est en train de prendre. J'imagine que ça vous permet d'analyser justement entre chaque pays les progrès que peut-être la France peut faire, peut aller chercher comme expertise qui se développe ailleurs et sur lequel on n'est peut-être pas complètement au point. Alors surtout, ça permet d'observer des nouveaux canaux. Parce qu'en fait, en fonction des pays, on n'étudie pas toujours les mêmes canaux. Ouais. Si on prend des pays, par exemple, comme l'Espagne, on a WhatsApp qui est présent alors que ce n'est pas présent en France. Donc ça permet aussi d'être un espèce de vigie, de se dire, de laboratoire, qu'est-ce que ça pourrait donner si demain on l'implémentait en France. Et même certaines entreprises viennent nous voir pour dire, ah tiens, il y a du WhatsApp là-bas, comment ça marche, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Donc c'est un formidable outil de veille aussi, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Ludovic Nandier. Avec plaisir, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.